Juste en tant qu'hôte de cette manifestation, je remercie tous les participants, bien sûr, de leur venue, tous les organisateurs qui vont faciliter les échanges entre les différentes instances qui organisent cette journée. Je remercie bien entendu Madame Alno de sa présence et de son intervention. C'est pour nous un honneur qui a été généré notamment par les relations avec Pascal Pauvel, présent dans cette salle, que de vous accueillir et que de participer à cette réunion. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Doyen. Je voulais aussi vous remercier parce que, alors, je vais arrêter avec les merci, mais je voulais juste rappeler que c'est aussi l'occasion pour les SEC de revitaliser un partenariat que nous avons avec Paris Descartes, fac de pharmacie et fac de médecine. Et donc, pour nous, c'est aussi l'occasion de se retrouver et de approfondir cette collaboration que nous avons. Donc, merci de cette présence. Alors, par ailleurs, j'ai une longue collaboration avec Pascal. C'est le dernier merci que je dis. Voilà. Mais pas moi. Je veux citer le dernier intervenant essentiel de cette organisation, Michel Hanoun, et bien sûr la CIP pour l'ensemble de cette organisation. Merci à vous. Michel? Je vais prendre le relais. Alors, le premier merci, c'est à Isabelle Adno, d'abord pour sa présence. Ensuite, alors, le caractère très particulier de cette salle donne, quand on est de ce côté, une importance majeure à ceux qui y sont assis. Il m'est arrivé d'être au fond de la salle pour écouter des communications et j'avais l'impression, puisque c'est, pour ceux qui ne le sauraient pas, le lieu où siège, au-delà de la salle dite des actes où on passe les thèses, c'est quand même le siège de l'Académie nationale de pharmacie dont vous êtes membre, chère Isabelle Adno. Alors, tout le monde vous connaît, mais je ne suis pas certain qu'on vous connaisse sous l'ensemble de vos facettes, si j'ose dire. Dans la mesure où vous êtes pharmacien, ça, je pense que chacun le sait, et que vous avez 4 enfants, ça, c'est pour l'état civil, et puisque désormais l'identité a du sens, il faut l'exprimer. Vous avez fait vos études, alors j'ai bien compris, ici, à Paris 5 Descartes, et donc vous avez fait, au-delà de votre diplôme de pharmacien, un diplôme universitaire d'orthopédie ici. Vous avez fait un diplôme universitaire aussi de médication officinale. Vous avez parcouru un peu la France, j'ai vu que vous étiez à Dijon, à Clermont-Ferrand, sur plusieurs aspects, et vous avez exercé à la tête d'une officine. Alors, je crois que Corbigny, c'est dans la Nièvre, hein, c'est ça. Voilà. Et puis ensuite, à Paris, vous avez fait une carrière qui a fait que les uns et les autres ont commencé à vous connaître à l'intérieur, d'abord, du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, carrière régionale, puis carrière nationale, puisque vous avez présidé le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, et vous avez, à partir de là, occupé un certain nombre de fonctions, que ce soit à l'INCA, que ce soit au niveau de l'Union européenne, puisque vous avez présidé le groupement de l'Union pharmaceutique, enfin le groupement pharmaceutique plutôt de l'Union européenne, et que vous avez été membre du comité de déontologie de la NSM, et etc., etc. J'ai relevé dans votre CV, au-delà de la Légion d'honneur, à une décoration très particulière qui, je pense, est liée à vos activités musicales, puisque vous avez la médaille de bronze du tourisme. Ça, c'est assez rare, et je pense que personne, à part vous dans la salle, n'a obtenu cette distinction. En tout état de cause, ce matin, c'est au titre de membre du collège de la Haute Autorité de Santé que nous vous avons invité, et dans le cadre de ce collège qui a été renouvelé et dont le nombre a été réduit et la parité installée, vous présidez la commission. Alors autrefois on appelait ça le matériel médical, et puis on s'est aperçu, si, mais ça veut dire autrefois. Et puis aujourd'hui les dispositifs médicaux, et en tous les cas vous présidez la commission qui a un regard, qui donne plus qu'un regard, c'est-à-dire qui délivre un certain nombre d'autorisations. Donc c'est sur ce point que nous souhaitions vous entendre. La règle de nos amphis de la santé,
c'est vous qui parlez la première demi-heure, ensuite avec Gérard de Pouvourville, mais je n'ai pas aperçu Alain Marié qui a dû... Je ne sais pas s'il est dans la salle, en tout cas il nous rejoindra. On vous complétera par un certain nombre de questions-réponses et ensuite chacun aura la parole dans la salle. Merci pour ce lieu prestigieux dont j'espère que le côté en demi-teinte, puisqu'il y a quand même un peu d'ombre et beaucoup de lumière, permettra un échange tout à fait clair. Merci. Merci infiniment de cette présentation. Effectivement, c'est toujours émouvant, Monsieur le doyen, de se remettre de très nombreuses années en arrière, et merci de votre invitation pour intervenir ce matin. Alors, on va parler dispositifs médicaux. Vous m'avez demandé de parler de manière générale, avec elle au bout d'un an. Ça fait exactement un an donc que j'ai été nommée membre du collège de la HAS, et donc quel regard sur l'ACNEDIMS et quels sont les enjeux de l'ACNEDIMS. Alors, le regard, même si tout le monde le sait, c'est à redire, hein, c'est un milieu qui est excessivement hétérogène. Hétérogène parce que ça va du millimètre à la tonne, comme dispositifs médicaux, dans des domaines aussi variés puisqu'ils sont issus du textile, de l'informatique, de la mécanique, etc., etc., avec des entreprises qui sont elles aussi excessivement variées, et l'utilisateur qui peut l'être aussi puisque ça peut être le patient ou un professionnel de santé. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est excessivement large. Il est excessivement large et il est excessivement innovant. C'est un vrai plaisir que de travailler pour le dispositif médical. Alors, on peut dire que c'est innovant, mais le dire, c'est mieux de le prouver. Et j'ai avec moi les chiffres, le dernier tableau de bord qui sera rendu très prochainement public. Et en fait, on se rend compte qu'en première inscription au niveau de l'ACNEDIMS, on a plus de 60% des dossiers. Première inscription. Si on regarde que côté commission de la transparence, il y a à peu près 15%. Ça veut dire qu'on voit plus de 60% de nos dossiers des dispositifs qui sont nouveaux. C'est la première inscription. Donc on voit bien que il y a une vraie innovation. Alors parfois incrémentale, parfois de rupture. On pourra en parler. Et puis le dispositif médical, je suis intimement convaincue que peut-être certains n'y attachent pas assez d'importance, dans le sens qui va modifier profondément les parcours de santé et notre système de santé. Je m'explique. Il contribue, mais alors pleinement, à l'accès évidemment à la chirurgie ambulatoire, parce qu'on voit bien que on va évoluer. Il y a des discussions, la CNEDIMS a des membres qui sont des chirurgiens, et on voit bien les discussions qu'il y a entre les chirurgiens et les radiologues interventionnistes, qui interviennent donc par voie endoscopique, et donc toute la chirurgie percutanée modifie complètement. Si je voulais simplifier, je dirais qu'avant il fallait ouvrir pour voir à l'intérieur ce qu'il y avait, et que maintenant finalement c'est juste l'inverse. On voit s'il faut ouvrir ou non. Et en fait, on voit arriver des dispositifs à chaque fois qui changent vraiment les opérations. Le deuxième gros changement pour le parcours de santé ou pour le système de santé, c'est tous les dispositifs médicaux connectés qui arrivent en masse. On en a à chaque séance, bien évidemment. Et quand je pense par exemple à la télésurveillance, typiquement, tous ces dispositifs de télésurveillance dont on pourra peut-être parler plus en détail tout à l'heure, on voit bien que ça change là aussi complètement la donne. Les gros enjeux, j'allais dire les enjeux pour les entreprises, avant de passer à ceux de la CNEDIMS, le plus gros enjeu est probablement, assurément, au-delà du RGPD, comme tout le monde, le 25 mai, il y a la grosse question du règlement européen, qui sera applicable en 2020, et qui très probablement, même assurément, est une grosse marche.
pour le milieu du dispositif médical. Si peut-être certaines entreprises sont en ordre de marche pour pouvoir passer le cap, d'autres le sont peut-être moins, mais je sais qu'elles s'y préparent et c'est un vrai enjeu. Règlement européen qui a changé quand même beaucoup la donne, puisqu'il y a le champ est plus large du règlement, il y a des dénominations, enfin des classes, des changements dans les classes, et tout le long du circuit de la vie du dispositif médical, il y a une intervention, si je peux dire, ou des contraintes, on peut appeler ça comme on veut, pour satisfaire à des règles, mais tout le long de la vie du dispositif médical. Donc du coup, c'est sûr que là, c'est une grosse marche pour tout ce milieu-là. Et question de traçabilité, la base d'Ahmed, le fait d'avoir un dispositif traçable à l'unité, beaucoup de choses. Alors pour la Haute Autorité de Santé, qui évidemment est attentive à ce règlement européen et la manière dont ça va se passer, et pour la CNEDIMS en particulier, moi j'ai noté 6 enjeux majeurs. Ces 6 enjeux, ils ont tous un seul objectif, l'accès des patients à l'innovation utile. Et c'est bien là le sujet. Alors, ce qui veut dire que dans les enjeux, ils sont pas classés du tout par ordre. Le premier des enjeux, je commencerai par tenir les délais. Pour un industriel, il me semble absolument essentiel que les délais soient tenus, mais pas que pour les industriels, justement, tout autant pour les patients. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise pour arriver à tenir les délais. Alors pourquoi ça paraît simple vu de l'extérieur, mais très compliqué vu de l'intérieur, pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette année, et j'ai les chiffres, il y a une curiosité cette année qui ne s'était jamais passée depuis 5 ans, sur mon tableau de bord que j'ai demandé, plus de 40% d'activité cette année, plus 40% en 2017. Donc ça veut dire que c'est absolument énorme. Plus 40% avec les mêmes effectifs et respecter les mêmes délais, vous avez vite compris ce qui se passe. Donc ça veut dire que c'est assez difficile. Et ça a été d'autant plus difficile parce que nous avons des commissions qui doivent se tenir que bien évidemment si on a un quorum. Or, il se passe quelque chose d'assez curieux, c'est que les professionnels qui sont au sein de la CNEDIM sont des professionnels qui heureusement exercent. En tout cas, moi personnellement, j'y tiens énormément. Ils sont pas à la retraite. Et donc, de fait, ils subissent la même pression que tous les autres professionnels de santé qui exercent. Et ce qui veut dire que par moment, il y a des réorganisations dans leur établissement de santé, etc., ou dans leur mode de vie professionnel. Et résultat, s'ils étaient membres, ils peuvent ne plus être membres. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que depuis que je suis arrivée, c'est-à-dire en à peine 1 an, sur 21 membres et 7 suppléants, il a fallu changer le tiers de la commission. Donc en fait, on a un renouvellement tout le temps, sans arrêt, des membres, ce qui veut dire à chaque fois formés, parce qu'il y a quand même une adaptation à l'activité de la CNEDIMS, et recruter des membres. C'est pas si facile que ça, parce que vous savez que en matière de DPI, la Haute Autorité de Santé applique les choses avec un comité de déontologie particulièrement rigoureux, et c'est normal dans le sens que bien évidemment personne n'accepterait qu'il y ait une quelconque non-indépendance des décisions de la CNEDIMS. Du coup, je vous ai parlé des délais, mais évidemment de l'expertise scientifique, et donc c'est aussi là que j'en reviens aux membres, parce qu'il faut absolument qu'on ait des membres, donc je vous l'ai dit, moi personnellement, je tiens à ce qu'ils soient en exercice, et puis qu'ils soient en phase avec notre activité. Et en phase avec notre activité, c'est par exemple, j'ai les domaines thérapeutiques, quand vous avez pris la cardiologie et tout ce qui est du domaine vasculaire, vous avez 70% de l'activité de la CNEDIMS. Alors,
alors, je dis pas qu'il nous faut pas d'ophtalmologue, mais on peut pas avoir tout, par exemple, dans toutes les dermatologues, etc. Donc, on a des spécialités. À titre personnel, je suis convaincue que le futur, il y aura beaucoup de changements en neurologie, et donc maintenant, nous avons 2 neurologues. En orthopédie aussi, ça a changé. Donc voilà. Et puis quand on n'a pas les membres, enfin qui sont dans le domaine, on peut faire appel à des experts, et c'est ce que l'on fait. Ensuite, un point tout à fait important à mon sens, c'est la question, autant pour à chaque fois, moi je mets patient et industriel en même temps, c'est la question de la transparence de qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, au-delà qu'est-ce qu'on regarde, c'est comment on le regarde. Autrement dit, c'est nos principes d'évaluation. Et donc, même si, évidemment, le code de sécurité sociale nous guide, évidemment, on peut pas changer, les critères sont dans le code. Néanmoins, il y a comment on apprécie les différentes choses. Et donc, une de mes premières préoccupations a été d'établir un vrai principe, enfin, un guide de principe d'évaluation de la CNEDIMS, qui sera réactualisé toutes les années, qui est disponible maintenant sur le site de la Haute Autorité de Santé, et qui sur 20 pages dit comment les membres interprètent telle ou telle chose. Parce que ce qui est très important, c'est en fait de la prévisibilité et de la lisibilité. Finalement, j'ai toujours pensé que les uns et les autres, même si quelque chose est dur ou difficile, je parlais tout à l'heure du règlement, des différentes choses à voir, quand on sait ce qui va se passer, de la manière dont ça va se passer, bah, finalement, on se lève les manches et puis on retrousse les manches et puis on y travaille. Et du coup, dans la foulée, la question des patients, c'est comment faire participer les patients. Donc il y a 2 choses sur les patients, à la fois comment ils peuvent participer à l'évaluation au sein de la CNEDIMS, et puis l'autre côté, comment on peut prendre en compte beaucoup plus la qualité de vie des patients. Alors, la participation des patients, en fait, par rapport à l'industrie pharmaceutique, il y avait un grand retard. La maison HAS a décidé il fallait plus faire participer les patients. Comme il n'y a rien dans la loi, tout est basé sur le volontariat. C'est-à-dire que, aussi bien en commission de transparence que maintenant à la CNEDIMS, on demande aux industriels, lorsqu'ils déposent un dossier, acceptez-vous que nous communiquions sur le fait qu'on va évaluer votre dispositif ou votre médicament. Si tel est le cas, donc sur la base du volontariat, si tel est le cas, alors à ce moment-là, la communication est faite, et évidemment, les patients, associations de patients peuvent répondre. Donc on était à strictement 0 quand moi je suis arrivée, c'est-à-dire que aucun industriel du dispositif médical n'acceptait le fait qu'il y ait l'évaluation, et là chapeau au secteur, parce que maintenant on est à 61% d'accord. Donc on voit bien que les choses ont terriblement évolué, positivement évidemment dans le sens que j'exprimais. Alors par contre maintenant il nous reste la contribution des patients qui n'est pas en regard, donc on n'a que 3 contributions, on n'a eu que 3 contributions, c'est dommage, mais très probablement ça montera, et sûrement ça n'atteindra pas le médicament, tout bonnement parce que quand on vous met à l'intérieur du corps un stent ou quelque chose d'une marque X plutôt qu'une marque Y, par définition, enfin par définition non, mais enfin... la première des choses, c'est quand on vous opère, je sais pas moi, on met une prothèse de hanche, vous n'allez pas demander quelle est la marque de prothèse de hanche que vous allez mettre, même si vous avez l'information, mais au départ, c'est pas un critère puisque c'est opérateur dépendant, donc chirurgien dépendant. Du point de vue qualité de vie, ça m'avait énormément surpris en arrivant. Peu de données, voire pas du tout de données de la part des industriels, et pourtant, Dieu sait que des dispositifs médicaux changent complètement la donne en matière de qualité de vie. Donc c'est un point absolument essentiel dans l'évaluation. Alors au-delà de le dire, il faut le prouver qu'on prend en compte. Donc il faut des 2 côtés, à la fois que les industriels s'emparent de ce sujet et utilisent des échelles soit génériques, soit spécifiques, et que nous on voit arriver des données, et quand on voit arriver des données, on regarde, nous bien évidemment, il faut qu'on en tienne compte. Alors c'est le cas, et la meilleure des preuves que je pourrais donner, c'est un forfait innovation qui a été donné exclusivement sur alors
Alors c'est pas la CNEDIM, c'est le collège, mais comme je m'occupe aussi du forfait innovation, c'est un dispositif médical exclusivement sur une étude qui va étudier la qualité de vie. Il va sortir un document dans, j'allais dire quelques jours, maintenant c'est une affaire de jours ou de semaines, sur la qualité de vie, commun à toute la haute autorité de santé, et ensuite ça va être décliné par commission, et donc quelques jours après la parution de ce document sur la qualité de vie, immédiatement nous derrière on aura des exemples, hein, et pareil des principes d'évaluation. Autre enjeu, faut-il une évolution de l'évaluation? Bien évidemment, il y a le gold standard. Bien évidemment, des méthodologistes pourraient nettement mieux parler que moi de ce sujet, mais mon intuition me dit que dans un monde qui bouge à la vitesse à laquelle il bouge, ne pas avoir d'évolution me paraît assez bizarre. En particulier, mais peut-être aussi on y reviendra, en matière de dispositifs médicaux connectés. Il m'apparaît qu'il y ait, par intuition, qu'il y a déjà 3 axes de travaux. Et donc, moi, j'ai demandé immédiatement que des travaux soient lancés. Ça y est, ils sont en cours. La feuille de route va paraître très prochainement aussi, puisqu'on la passe au collège. Mais en tout cas, les travaux sont déjà lancés. Et en fait, intuitivement, je me dis 3 choses. La première, on a aujourd'hui des dispositifs médicaux qui sont avec des algorithmes qui sont... Le mot vulgaire n'est pas bon, hein, bien évidemment. Vous enlevez le mot vulgaire, mais ça n'est que ça par rapport à ce qui pourrait arriver avec l'intelligence artificielle, mais des arbres décisionnels. Parfois c'est très sophistiqué, mais c'est des arbres décisionnels. En clair, à partir de telle chose, il faut une alerte, ou etc., etc. Donc ça, on en a, et on en étudie, comme je vous disais, dans tous les domaines. Alors on a locomoteur, on a cardiologie, on a neurologie, on a audiologie, on a du domaine du diabète, etc. On en a partout. Maintenant, quand on va voir arriver, ce qui n'est pas le cas, on en a eu 0. Un dispositif médical avec de l'intelligence, avec un algorithme qui soit de l'intelligence artificielle, ça veut donc dire quelque chose qui roule tout le temps. Et moi, je sais pas comment faire pour évaluer quelque chose qui roule tout le temps. Puisqu'en fait, on va évaluer à un moment T donné, par définition, et puis après, il se passe quoi? Donc, ça pose quand même une question. Ensuite, la deuxième question, c'est si je donne un exemple, par exemple, dans la télésurveillance, ou dans tas d'autres domaines où il y a des dispositifs qui peuvent arriver, puisqu'on a des dispositifs qui sont connectés, ils sont donc connectés à un autre ou à quelque chose ou à un professionnel qui va gérer ce qui va se passer. Mettons, ça donne un signal, le signal va déclencher une alerte et derrière, il y a quelque chose qui se passe. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on évalue le dispositif? Est-ce qu'on évalue le signal qui a été transmis? Est-ce qu'on évalue la gestion de l'alerte? Autrement dit, est-ce qu'on prend end-to-end ou est-ce qu'on évalue juste le dispositif? Intuitivement, je dirais que comme les dispositifs médicaux sont chirurgiens dépendants, opérateurs dépendants, par définition, là aussi, si je cale la même chose, ça veut dire c'est end-to-end. Mais comme les uns et les autres peuvent être tous en cascade les uns des autres, donc c'est à voir. Et puis enfin, et c'est sûrement le point le plus important, est-ce que dans un monde qui va excessivement vite en innovation, c'est ce que je disais, avec des versions très fréquentes, hein, nos téléphones, on le voit bien, donc on fait une sorte de copier-coller avec nos téléphones. Est-ce qu'un monde d'évaluation où on demande des études cliniques qui demandent plusieurs années et tient encore la route, même si évidemment il faut que ce soit sérieusement fait, mais tient la route par rapport à quelque chose qui, lui, va beaucoup plus vite. Et donc finalement on se retrouve avec des données d'une version qui remonte qui est précédente, et donc ça sert à plus rien, ou à peu près. Pour finir, un gros enjeu, il faut aussi que la Haute Autorité de Santé se mette sur le numérique, et donc tous les dossiers vont être déposés donc très prochainement, entièrement dématérialisés. La plateforme va être opérationnelle dans
à peine maintenant 2 mois, normalement, donc au mois de juin. Des tests vont être faits. Des industriels, évidemment, vont le tester à vide. Et puis à partir du mois de septembre, alors à peu près, hein, parce qu'en matière informatique il peut y avoir des retards, mais donc tout serait entièrement dématérialisé dans la gestion des dossiers avec la Haute Autorité de Santé. Ça concerne pas que la CNEDIM, ça concerne aussi, si j'ai bien compris, la Commission de transparence. Dernier gros enjeu, et là qui me pose vraiment problème, l'utilisation des bases de données pour justement les études cliniques. Alors pourquoi ça pose problème? Si sur le concept intellectuel, je crois que personne d'entre nous ne serait opposé à la chose, en tout cas évidemment pas les membres de la CNEDIMS, au contraire, puisqu'il y a quand même un rapport coût qui est vraiment différent, et puis parce que ça peut aller plus vite, enfin pour tout plein de raisons, ça correspond à une certaine exhaustivité, voire une exhaustivité par rapport à un nombre réduit de personnes sur recrutement. Puis le gros problème, c'est que nos bases de données sont des bases de données de gestion administrative, et donc du coup, on peut ne pas trouver la réponse dans cette base de données. Donc du coup, il faut qu'on travaille, et j'ai demandé à ce qu'il y ait un séminaire qui soit fait. Alors d'abord en interne avec le service d'évaluation des dispositifs médicaux et les membres de la CNEDIMS sur la question des études post-inscription, donc pour pouvoir utiliser des données, des bases de données, ce qui veut dire que dans nos fameuses EPI, on en donne 10 par an à peu près sur plus de 300 décisions qu'on prend. Donc c'est peu, mais c'est quand même important. Et du coup, il faut que nous, dans nos questions, on soit excessivement précis. Qu'est-ce qu'on cherche au moment du renouvellement, hein, puisque c'est une étude post-inscription, quelle réponse on veut avoir, et tenir en compte justement comment pouvoir obtenir ces données, et du coup après derrière les industriels doivent pouvoir évidemment avoir accès à ces données. Mais c'est ce que je disais, s'il n'y a pas la zone ou la chose qui est dans la base de données, du coup ça pose un énorme problème. Alors j'ai écrit à la TIH, parce que moi je suis très très embêtée, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change, et je crois qu'il faudrait vraiment qu'on s'y mette tous ensemble. Donc je comprends bien que c'est une base de données qui est médico-administrative et qui n'est pas clinique, mais néanmoins si on veut l'utiliser à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait des items, alors que ça passe par les codes des actes, etc. Mais il va falloir qu'on fasse bouger ça. Et on a eu la question, moi, sur les prothèses des hanches, où on est très embêté parce que à un moment donné, on doit pouvoir utiliser ces bases de données. Le truc complètement idiot, par exemple, au départ, ce qu'on recherche, c'est de savoir si une prothèse de hanche elle est solide ou non, et s'il va falloir réopérer, taux de luxation ou rupture. Ça paraît une simple logique quand on voit le nombre de prothèses de hanche qui existent sur le marché. Et en fait, le truc complètement idiot, au départ, donc maintenant ça y est, il n'y a pas la hanche droite et la hanche gauche. L'acte, il est pareil pour les deux. Donc ça veut dire que vous savez pas si la personne elle était réopérée sur la hanche droite, par exemple, ou non. Enfin, c'est des trucs tout simples, mais donc voilà, qui vont demander très probablement donc des évolutions. Voilà. Donc pour moi, ça fait, je vous ai donné quelques enjeux, mais même s'ils sont exprimés facilement comme ça, il y a pas mal de choses qui demandent beaucoup de travail. Et puisque Monsieur le doyen, je finirai mes propos par ça, nous sommes ici dans une faculté, message que je voudrais faire passer, c'est que vraiment le monde du dispositif médical est complètement en train de changer, et que les jeunes étudiants en pharmacie par exemple, hein, mais d'autres ailleurs, hein, c'est pas que les pharmaciens qui sont concernés, devraient regarder de très près ce milieu. D'abord parce qu'il bouge beaucoup, comme je l'ai expliqué, il est très novateur, donc ce qui est évidemment toujours intéressant, et puis parce qu'avec le règlement européen, il y a maintenant des personnes qualifiées qui doivent être dans les entreprises, ce qui veut dire que dans l'industrie pharmaceutique, si on fait un copier-coller, parfois c'est chez nous des pharmaciens responsables, mais ça peut être d'autres bien évidemment. Donc voilà, donc on va avoir besoin de spécialistes du dispositif médical, à la fois dans les entreprises, à la fois dans les institutions,
un petit peu partout. Donc ce qui veut dire qu'il faut vraiment qu'on forme les jeunes sur le dispositif médical. Et si je regarde, ne serait-ce qu'en milliards d'euros, ce que représente le dispositif médical et par rapport aux médicaments, bah, ça monte quand même. Et c'est pas étonnant que finalement à la fois la Commission européenne et enfin le Parlement européen et à la fois le PLFSS s'occupe de très très près maintenant du dispositif médical parce qu'il prend une importance qui me semble allant croissant. Voilà, ces propos introductifs qui sont vagues et généraux mais qui peuvent peut-être permettre d'ouvrir les débats. Merci donc Isabelle Adno. Merci Isabelle Adno pour cette introduction, mais qui est aussi, dans un lieu comme la faculté, un élément de pédagogie qui me paraît pas inutile, puisqu'il faut à la fois se mettre d'accord sur de quoi on parle et en même temps ouvrir des perspectives. Donc, le doyen Gérard et moi-même, nous allons vous interroger. Alors, monsieur le doyen. Alors, question courte pour permettre que... Merci beaucoup. D'abord, un commentaire. Merci, Madame Adno, de l'exposé de ces enjeux dont on ne percevait peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Sur le côté pédagogie et formation initiale sur les dispositifs médicaux, oui, c'est vrai, tout à fait. Il faut qu'on accentue sur la formation en dehors du médicament. Le pharmacien a une responsabilité dans le dispositif médical et doit l'assumer totalement et donc y être formé en termes de connaissances, en termes de compétences acquises durant la formation initiale, même si après, la formation au cours de l'exercice professionnel complétera l'ensemble de sa formation. Nous avons, et c'est mon prédécesseur, le doyen Jean-Michel Sherman, qui a initialisé le process, nous avons déjà imaginé et mis en œuvre des recrutements de formateurs, d'experts, professeurs associés. Je vois dans la salle la responsable de la filière industrie et recherche, le professeur Georges Renaud, Pascal Pobel, Jean-Hugues Trouvin et j'en oublie, sont déjà très alertés et nous avons effectivement un plan d'action pour renforcer ce domaine. Donc, j'espère que nous y arriverons. Ça ne va jamais assez vite, c'est jamais assez performant, mais on va y arriver. La question que je me posais, mais vous y avez partiellement répondu, c'est effectivement le pharmacien dans le dispositif médical va avoir une place croissante, et vous l'avez dit, dans tous les domaines. Je suis également hospitalier, et dans le domaine hospitalier, le pharmacien a également un rôle dans le choix, dans le conseil, dans le contrôle, dans l'évaluation a posteriori. Et ça, c'est très important, et nous devons former à tous ces exercices. Donc ça, c'est un point très important. Et les institutions, bien sûr, ne sont pas oubliées, qu'elles soient françaises ou européennes. Merci. Alors, Gérard. Vous emprunte le micro. Merci de votre dernière remarque. Il se trouve que j'ai pas d'étudiants dans la salle, c'est dommage, mais il se trouve que je me bagarre tous les ans. J'ai une majorité de pharmaciens, je me bagarre tous les ans pour leur dire allez dans le DM. C'est là où il y a de l'innovation. En fait, je pense que ça va se passer par le biais du digital, Isabelle. C'est-à-dire qu'en fait, et par le biais des outils du digital mis au service du marketing, finalement, ils découvrent tout cet aspect application numérique, etc. Et ils vont vers le dispositif médical. Mais ça vous étonnera pas que vos étudiants soient très inhibés par rapport au dispositif médical, parce qu'ils pensent que c'est un métier d'ingénieur et qu'ils n'ont pas appris ces métiers. Mais je pense que ça va venir. Là, en fait, vous avez déjà partiellement répondu à une de mes questions qui était effectivement la problématique de l'évaluation des dispositifs médicaux connectés, mais pas en général, disons, centrés sur le patient, avec ce que vous avez mis en avant, c'est-à-dire la rapidité effectivement de l'évolution de ces technologies, et si on veut accéder au remboursement, la relative lenteur effectivement du processus. Est-ce que ma première question, c'est est-ce que vous avez le sentiment sur ce point que les choses mûrissent un peu quand même dans l'esprit de nos évaluateurs, notamment sur l'ampleur finalement de la démonstration d'un bénéfice clinique attendu finalement de ces dispositifs. On a plutôt été ces dernières années dans le sens, surtout pour le médicament, mais aussi quand même dans le dispositif médical, dans le sens d'un alourdissement des demandes en fait de preuves et d'impact clinique. Ça c'est un peu donc est-ce
est-ce qu'on repart comme Don Quichotte à la lutte contre les moulins, ou est-ce qu'on a une petite chance de voir progresser le dossier de votre point de vue? Ça, c'est ma première question. Alors, la deuxième question est un peu liée à ça, et elle est liée quand même aussi à l'aspect innovation, forfait d'innovation, évolution extrêmement rapide de la technologie médicale. Il y a aujourd'hui, vous parliez de transformation de la pratique chirurgicale, il y a aujourd'hui une transformation majeure qui est effectivement la robotisation, qui pose un vrai problème d'évaluation. Qui pose un vrai problème d'évaluation dans la mesure où c'est extrêmement difficile, à moins de faire des suivis sur 20 ans, de démontrer immédiatement un bénéfice clinique lié au changement. On fait de pratique, on fait de pratique entre la célioscopie et la robotique. Donc on est beaucoup au début sur des évaluations, on est plutôt en équivalence clinique en termes d'efficacité. Éventuellement, on est peut-être en petit bénéfice patient. Vous avez parlé de la qualité de vie, alors que, au fond, vraiment la question centrale, et là évidemment que la HAS a un rôle important, pas que la HAS, parce que derrière il y a la fixation des prix qui joue un rôle aussi assez important, mais on est au fond dans un problème de ce que nous on appelle les économistes rechercher l'efficience statique, c'est-à-dire contrôler les coûts, par rapport à favoriser l'efficience dynamique, c'est-à-dire l'introduction d'innovations dont on sait qu'au cours du temps, leur productivité et leur efficience va augmenter. Est-ce que, voilà, vous êtes là depuis 1 an, est-ce que vous, à titre personnel, vous avez vu arriver effectivement des dossiers de ce type-là, où cet arbitrage, finalement. Alors, dans le dispositif médical, on parle aussi d'innovation incrémentale, mais la robotique, c'est pas une innovation incrémentale, en l'occurrence. Mais cet arbitrage entre, au fond, la nécessité, finalement, de mettre sur le marché une technologie nouvelle pour qu'elle fasse ses preuves, et l'impossibilité quasi radicale, en fait, de faire une preuve de bénéfice clinique complète au moment de mise sur le marché. Donc, est-ce que vous avez eu à gérer ce type de dossier cette année? Alors oui, je vais répondre. Oui, la question est longue, la réponse va l'être tout autant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs points que vous évoquez. Donc, c'est bien évident que on ne peut pas demander à la haute autorité de santé d'évaluer sans preuve. On est tous sur l'evidence-based medicine, donc on fait, j'allais dire, notre travail, et donc logiquement, les évaluateurs sont très attachés à une évaluation digne de ce nom et scientifique. Néanmoins, les méthodologistes travaillent. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir utiliser dans les temps futurs. Moi, j'en suis intimement convaincu, mais vraiment intimement convaincu, l'intelligence artificielle pour elle-même évaluer. Enfin, on y arrive. Hein. Alors, je suis peut-être un peu trop en avant, mais ça va arriver, ça. Donc voilà. Donc du coup, il y a des méthodes qui peuvent éventuellement changer. Et oui, en tout cas, il y a une ouverture d'esprit. Alors, la question est comment on peut avoir des technologies qui n'ont pas eu le temps de faire leurs preuves et qui vont faire la preuve. Alors, deux réponses à ça. Justement, c'était tout à l'heure les études post-inscription. En clair, lorsqu'on a de manière classique, si je peux dire, un dispositif médical. On sent bien, on voit bien dans les premières études, mais les résultats sont pas complètement là, etc. Mais on voit bien que clairement ça va changer la donne, ça va, que ce soit incrémental ou de rupture. Mais bon, il y a quelque chose qui se passe. Alors typiquement, c'est exactement ce que l'on fait, c'est-à-dire le terme est pas bon, hein, mais tout le monde sait que je m'exprime très directement, donc je vais continuer à le faire. Mais c'est un coup pour voir, quoi. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Mais vous voyez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on donne un avis favorable, donc un service attendu donc suffisant, et puis ce qu'on demande tout de suite en même temps c'est une EPI, et en fait on joue sur la durée d'inscription. Donc si on prend, il nous semble qu'on prend un risque plus important, on va dire durée d'inscription 3 ans par exemple, au lieu de 5 ans. Donc c'est comme ça qu'on peut faire, et d'où l'importance que du coup l'industriel ait le temps, dans le temps imparti, si je peux dire, évidemment, de pouvoir faire les études. Deuxième point, qui n'est pas de la CNEDIS, mais il se trouve que donc je m'occupe de ce forfait innovation au niveau du collège. Le forfait innovation. Donc moi j'ai vraiment le grand plaisir. Il y avait eu un seul dossier. Depuis que je suis là, on en a passé 4 positifs, et là il y en a qui arrivent très probablement encore, même si je peux évidemment pas préjuger de certaines choses. Donc ce qui veut dire que là typiquement on répond à cette question-là. Pourquoi? Forfait innovation.
Pour qu'un dispositif puisse passer cette rampe-là, il doit avoir... Enfin, l'objectif, c'est quoi d'abord? L'objectif du forfait innovation, finalement, entre guillemets, là aussi, j'illustre rapidement mes propos, c'est de payer une étude par l'État pour l'industriel. Ce qui est pris en charge, c'est quoi? C'est à la fois le dispositif lui-même, le patient lui-même dans tout ce qui concerne la mise en place du dispositif, le bras contrôle, c'est un bras contrôle qui est pris en charge par l'assurance maladie. Donc en gros, l'industriel n'a plus que, même si c'est encore évidemment parfois important, le cadre général, si je peux dire, de l'étude, mais tout le reste est pris en charge. Mieux, c'est pris en charge pendant combien de temps? À la fois pendant l'étude, mais à la sortie de l'étude, si quand le résultat va tomber, admettons qu'il soit positif ou négatif, peu importe, ils vont demander, l'industriel va demander une inscription classique à la CNEDIMS. Donc si le forfait innovation s'arrêtait à un moment T donné, ben derrière on a un trou potentiel. Et ben le trou il est bouché, il est pris en charge aussi par le forfait innovation. Et mieux encore, c'est pour ça il est très peu connu, ou pas assez ce forfait innovation. Mieux encore, lorsqu'on a un forfait innovation donc positif, à un moment donné, donc peut être pris le dispositif médical évidemment dans le cadre de l'étude, puisque c'est la définition même, dans des centres sur études. Et donc là, il peut y avoir un dispositif médical qui n'a pas encore le marquage CE, puisqu'on est dans une étude. D'accord? Donc on est vraiment en avant du marquage CE. Et il peut y avoir une négociation avec la DGOS pour que soit pris en charge également une partie hors étude. Autrement dit, quand tous les patients ont été inclus dans l'étude, alors à ce moment-là peuvent être pris en charge déjà, comme ça il y a un accès à l'innovation pour les Français, peut être pris en charge d'autres patients, mais alors pour cela, il faut qu'il y ait le marquage CE, puisqu'il est strictement interdit, évidemment, au niveau européen, qu'un dispositif médical soit utilisé sans marquage CE. Voilà. Alors, l'autre partie de ma réponse, elle est que plus je travaille sur ces histoires de dispositifs médicaux connectés, et plus je m'aperçois qu'il y a un peu une confusion, et on n'utilise pas tous les bons mots sur la même chose. Alors, je vais me permettre de reprendre certaines choses, parce que comme je m'en occupe sur l'ensemble de toute la haute autorité de santé, si je peux dire, au niveau du collège, de toutes ces questions numériques, veut dire que c'est quand même un point important. On a des applications santé. On en parle tous, vous en avez, on en a, ma montre, etc. Ensuite, on a des objets connectés. Ces objets sont-ils ou ne sont-ils pas des dispositifs médicaux? Donc je fais toute la chaîne et je vais revenir après. À la CNEDIMS, on va voir que et uniquement que les dispositifs médicaux, donc marqués CE par définition, et qui demandent un remboursement. Donc vous voyez que c'est déjà plus qu'une tranche. Ensuite, il y a toute la question, et tout à l'heure vous évoquiez, c'est pour ça que j'y pense, robotisation. Moi, je vais parler logiciel, robotisation, etc. Les logiciels, vous avez un nombre évidemment incalculable de logiciels d'aide à la dispensation, aide au diagnostic, aide à la prescription. Donc ça c'est absolument énorme. C'est un marché qui se développe, et évidemment avec toutes les questions de génétique et pour l'aide au diagnostic là derrière, l'intelligence artificielle. Alors pour le coup là il y en a. Alors est-ce que la HAS voit ça d'une manière ou d'une autre? Évidemment pas à la CNEDIMS, ça ne demande pas un remboursement. Mais néanmoins, il y a deux champs dans lesquels on les voit, c'est la certification aujourd'hui des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation. Tout ce qui est aide au diagnostic, on voit rien du tout. La HAS ne voit rien. Ni d'un côté ni d'un autre. Alors après, il y avait eu une très grande... Rien parce qu'on lui présente rien et qu'on n'a pas à présenter. Ah bah parce que c'est pas notre mission. D'accord. C'est pas notre mission. Nous, on voit soit la certification des logiciels, aide prescription, etc., soit par le biais de la CNEDIMS. Alors après, il y a eu une énorme décision de la Cour européenne de justice qui a eu lieu le 7 décembre et qui va changer complètement la donne. Et je vais revenir tout à l'heure, monsieur le doyen, à ce que je disais. Pourquoi? Parce qu'en fait... ce sont des logiciels qui étaient prévus d'aide à la prescription pour des anesthésistes et pour des soins intensifs.
Et en fait, ils se sont plaints auprès de la Cour européenne, fabricant et d'ailleurs le SNITEM, le syndicat, en faisant recours sur un décret, en disant à partir du moment où on a le marquage CE, pourquoi faut-il d'autres contraintes et pourquoi faut-il une certification? Donc le recours a été fait auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État, ne sachant pas trop comment se débrouiller de la situation, si je peux dire ça comme ça, a fait une question préjudicielle au niveau européen et la Cour européenne a tranché. Ce qui veut dire que elle a tranché quoi? Et je rappelle que la Cour européenne de justice, c'est fini. Enfin, il n'y a pas de recours possible, il n'y a pas tout ce que vous voulez. Elle a décidé, point terminé. Ce qui veut dire qu'elle a décidé une chose. Elle a répondu à la question qui était posée, mais elle a répondu surtout à une autre. C'est-à-dire, les logiciels sont-ils, oui ou non, des dispositifs médicaux? Et la conclusion, c'est que, alors j'ai pas je savais pas si j'en en parler, donc j'ai pas la phrase exacte, donc juridiquement, vous la retenez pas, mais elle dit deux choses. Un logiciel qui touche à des données personnelles d'un patient, logiciel, application, tout ce que vous voulez, hein, données personnelles d'un patient, et même si ça n'est pas en contact direct avec l'être humain, ce qui est le cas d'un logiciel d'aide à la prescription, alors c'est un DM. Donc vous voyez bien que derrière, tous les objets connectés dont on parle tous les uns et les autres, qui ont des données du patient, ne serait-ce que son poids, sa taille, tout ce que vous voulez, etc., vont tomber dans le domaine du dispositif médical. Or, la responsabilité de l'industriel, c'est je dois d'abord me poser, est-ce que oui ou non, ce que je fais est un dispositif médical, oui ou non? Et en fait, ces logiciels ou applications vont basculer dans le monde du DM, et alors là, ça va se multiplier comme ça. Non seulement ça, mais en plus pour ces industriels, le hasard veut que, enfin au hasard ou pas hasard, que le règlement européen classait en classe 1 les logiciels, pratiquement tout le temps, parce que c'était par voie, donc indirecte, donc c'est classe 1, comme des Bavaris ou etc. Et en fait, maintenant, ça change avec le nouveau règlement européen et on va arriver en classe 2, B, parfois, voire classe 3 pour ces logiciels. Donc les contraintes, évidemment, montent avec tout ça. Donc là encore, on va se retrouver avec quelque chose de tout à fait nouveau. Alors maintenant, on attend la décision du Conseil d'État. Mais le Conseil d'État, à partir du moment où il a posé une question préjudicielle à l'Europe, est obligé de tenir compte, bien évidemment, de la réponse. Et la réponse de la Cour, je vous l'ai donnée. Et la deuxième partie de la réponse, c'était évidemment à partir du moment où il y a un marquage CE, c'est marqué partout, hein, pas d'autres contraintes. Alors la question va se poser à un moment donné de quid de la certification des logiciels. Donc soit c'est le Conseil d'État qui va décider, hein, c'est pas à nous de faire ça. Soit comme tout à l'heure je disais, on voit plus rien. Mais ce qui paraît quand même complètement, à mon sens, hein, mais qui n'engage que moi évidemment, qui n'a aucun, enfin voilà, c'est surprenant parce que quand même tout le système de santé qui bascule sur le numérique, si le numérique, voilà, et le champ de la certification était complètement différent du champ du marquage CE. Donc voilà, donc écoutez, la réponse va arriver. Juste une question de clarification, si vous le permettez. Vous avez dit tout dispositif, c'est la partie logicielle ou c'est la partie dispositif de capture? Je veux dire par exemple une montre connectée type Apple Watch ou etc. Ça tombe sous cette décision ou ça ne tombe que si derrière il y a des logiciels d'interprétation de ces données, etc. Oui, c'est l'appli. C'est l'appli. C'est pas l'objet lui-même, c'est l'appli. L'objet lui-même, non. Dans des tas d'objets, il n'y aura pas. Enfin, je veux dire, c'est l'appli qui interprète les datas, même si ces datas ne sont utilisées que par le patient lui-même. Alors, ce sera toute la question. Du moment, ici, il y a une interprétation par l'appli, c'est automatiquement ADM. Si ça n'est uniquement que, donc vous voyez que ça peut être très grand. Donc j'ai interrogé à l'ANSM, puisque c'est eux qui sont responsables de savoir si ça bascule d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, ils sont pas submergés de demandes, mais parce que ça se sait pas, puisque c'est au niveau de la Cour européenne de justice. Mais dès que le Conseil d'État va s'emparer, évidemment, là, il y aura une décision du Conseil d'État. Je pense que ça va changer la donne. Et l'industrie n'est pas montée au créneau encore. Ils n'ont pas encore vu le coup venir. Il n'y a que les initiés qui connaissent cette décision. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Très important. Je poserai ma question après. Pardon. Mais non, mais je reprends sur la formation de nos pharmaciens. Effectivement, tout le domaine de l'e-santé nous est donc dorénavant ouvert, y compris dans le diagnostic. Je suis dans le diagnostic, mais j'ai bien compris que ce n'était pas votre mission. Ce qui fait que dans la formation initiale, et on commence à le faire avec une
formation, entrepreneuriat, valorisation, innovation. On a beaucoup d'applications de e-santé qui sont développées par nos étudiants ou qui sont développées par des startups à laquelle ils participent. Tout ça, ça doit contribuer à la formation initiale pour vous fournir après des futurs professionnels qui auront cette formation et qui seront vraiment sensibilisés. Alors, moi, je voudrais, puisque tout a déjà été dit, je vais poser des questions sur le reste. La première, c'est en 97, les gouvernements de l'époque me chargent d'un rapport sur l'avenir du dispositif médical. Et c'est vrai que la France avait bradé la Compagnie Générale de Radiologie. Il n'y avait plus de dispositifs médicaux quelque part. Et je parle des implantables, c'était naissant, et pour les autres, c'était disparaissant, si j'ose dire. Vous avez donné un chiffre tout à l'heure en disant on a 60% de demandes qui sont une première inscription. C'est une première inscription française, une première inscription mondiale. Ça veut dire, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu cet aspect-là des choses et est-ce que ça pourrait signifier qu'il y a une résurgence, une recrudescence, enfin, en tous les cas, quelque chose qui, dans le domaine du dispositif médical, pourrait apparaître comme important en France, et si j'ose dire à la française, ou est-ce que c'est d'autres qui choisissent la France pour être dans cet élément-là? Puis je vous poserai ma deuxième question après. Alors, donc, première inscription, les chiffres que je donne sont de la CNEDIMS, donc de ce que moi je peux constater. Hein. Donc on est bien d'accord. Donc ça, c'est pour la France. Donc du coup, pourquoi on a autant de nouveautés, je pense, pour deux raisons. Alors, déjà par l'évolution des innovations incrémentales. Ça veut dire que parfois, un dispositif, il y a une version 1, puis il y a une version 2. Et donc c'est la version 2 qui pour s'inscrire pour la première fois. Mais de fil en aiguille, marche par marche, au bout de quelques années, entre là et là, on a deux dispositifs complètement différents. Donc ça y contribue bien. Alors après, est-ce que les dispositifs sont déjà ailleurs à l'étranger? On a de tout. On en a où c'est la France qui est en premier, mais vraiment, même l'unique. Et puis on en a qui, par exemple en ophtalmologie, hein, donc, enfin il y a un vrai. Et puis tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est par célioscopie, on est quand même, ils sont les doigts d'or de ces professionnels-là. On est en avance, donc il y a des choses qui sont en avance pour, à l'évidence. Donc voilà, donc il y a des choses où en France on n'est pas les derniers. Après il y a des industriels qui choisissent effectivement de plutôt aller dans un autre pays et puis en premier, et puis voir après de potentiellement venir en France. Mais toutes ces innovations franchement de rupture, on les voit pas le forfait innovation. Et moi, ce qui me fait plaisir finalement, c'est que les États-Unis ont fait leur fast track innovation, qui est un copier-coller avec le forfait innovation, mais il y a à peine quelques mois. Donc on n'est pas si en retard que ça, contrairement à ce qu'on entend dire tout le temps. Ça se sait peu, et c'est ça qui est important de l'exprimer. Ma deuxième question, j'allais vous dire, est l'homme dans tout ça, et les individus dans tout ça. Et au fond, vous êtes bien sûr présidente de la commission ad hoc, mais vous êtes aussi membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Et je me dis que si demain, seuls les algorithmes deviennent la vérité, y compris d'abord de la création, de l'évaluation, maintenant les mariages se font aussi grâce à des algorithmes, etc., etc. Ben si, 20% des deuxièmes mariages, c'est des algorithmes. Enfin, c'est des sites de rencontres qui vous fabriquent votre conjoint. C'est-à-dire que le droit à l'erreur est considéré comme évité, même si c'est pas d'une évidence naturelle. Donc, est-ce que ces aspects-là, qui pour moi rentrent dans la qualité de la vie, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais plus entrent dans des questions d'ordre éthique, est-ce que c'est une question d'abord? Est-ce que c'est abordé? Qui l'aborde? Ou est-ce que c'est l'evidence-based discussion? Alors dans ce domaine, merci franchement d'avoir posé cette question parce que j'ai consacré 30 ans de ma vie
à la déontologie et l'éthique. Et en fait, c'est l'humain qui est au centre, le patient, et l'humain qui est au centre des... J'ai dit l'humain, j'ai pas dit le patient, pour pas que... Oui, oui, non, mais vous avez raison. Alors, pour moi, deux aspects. Le premier, qui peut paraître très curieux, mais je dois quand même l'évoquer dans cette salle, hein, surtout au milieu de ces illustres pharmaciens. Quand on est dans de l'innovation, on va jusqu'où dans l'innovation? À titre personnel, mais là je n'engage que moi, ni le collège, ni l'HAS, ni la commission. À titre personnel, je suis toujours convaincue qu'il faut être ni technophile ni technophobe, mais qu'il faut savoir aller de l'avant. Néanmoins, ça pose des questions à un moment donné. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, on est dans des dispositifs qui réparent. Donc tous, on est tous contents de l'innovation. Réparer ce qui est cassé, c'est génial. Faire voir des aveugles, des malvoyants, faire entendre des sourds, etc., etc., c'est génial. La question qui se pose déjà, à moi, c'est que quand vous mettez le même dispositif sur un être humain qui a toutes ses capacités, et qu'on arrive au surhomme, à cette notion-là, imaginez que tout ce que l'on met sur comme dispositif, donc au niveau de la rétine, pour mieux voir, enfin pour voir quand on ne peut pas voir, et que vous mettiez le même dispositif sur quelqu'un qui a une rétine qui fonctionne, et avec un nerf optique qui fonctionne, etc. Et qu'on vous répond, bah oui, mais demain ce sera bien mieux, comme ça vous pourrez voir de nuit, vous aurez une vision nocturne. Et puis bah, le papillon qui est là-bas à 600 mètres à l'entrée de la fac, là vous le verrez. Donc là, on rentre dans des choses, vous voyez, on a un domaine qui, voilà. On passe de l'homme réparé à l'homme augmenté. Eh bien, c'est, en tout cas, dans le dispositif médical, c'est en matière d'orthopédie, en matière de, sur les exosquelettes. Enfin, il y a toutes ces questions-là. Donc, à titre personnel, je m'interroge parfois. Après, sur la question des algorithmes, c'est aussi une vraie question. Aujourd'hui, je suis intimement convaincue qu'on ne verra pas l'algorithme qui décide, alors qui apprend, ça c'est une évidence, mais qui cherche sa finalité lui-même. On n'est pas dans ce style-là en matière de santé. Enfin, à moins que je me trompe ou soit pas assez visionnaire, mais j'ai pas cette sensation-là. Autrement dit, on apprend à un algorithme quelque chose. Donc on lui a appris quelque chose. Après, il roule tout seul. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il va chercher comme données. Parce qu'en fonction des données qu'il va chercher, forcément, la chose peut être différente. On a tous à l'esprit, par exemple, vous savez, sur les comptes Twitter, là où qui avait été mis, où c'est un chatbot qui répondait tranquillement aux tweets, etc. Il a été mis par Microsoft sur le marché, si je peux dire, et quelque chose qui est avec une intelligence artificielle, plus ça a de données et mieux ça réfléchit. Donc la logique, c'est qu'à partir du moment où il était mis à la face du monde, par définition, ça devait aller mieux. Sauf que c'est juste l'inverse qui s'est passé. En 8 heures de temps, il est devenu avec des propos racistes. Donc on voit bien que la manière... Mais représentatif. La manière dont on au débat. C'est le même, c'est celui-là. C'est d'accord. Mais non, mais je vous en prie. Donc la manière dont qu'est-ce qui va aller chercher cet algorithme? Et la grande question de l'évaluation, où je n'ai pas la même opinion à titre personnel, là encore, je ne peux pas. C'est que quelque part certains disent, et des plus haut placés, hein, je ne peux évidemment pas me comparer, je n'en aurai bien loin les capacités, disent il faut savoir ce que l'algorithme va faire, et comment il fait, et comment il décide. Mais est-ce que un évaluateur à la HAS va être capable d'ouvrir la boîte noire pour regarder qu'est-ce qu'il a fait? On n'est pas des mathématiciens avec la médaille Field, on l'a pas, et puis c'est pas possible. Donc voilà, à un moment donné, si je compare ce que je sais faire, c'est par exemple conduire une voiture, ne me demandez même pas ce qu'il y a dans un capot, je sais même pas ouvrir le capot, donc je sais même pas ce qu'il y a. D'abord, quelqu'un a vu que j'arrivais en vélo, donc vous imaginez. Donc du coup, mais pour autant, je sais faire marcher une voiture. Donc à un moment donné, est-ce qu'il faut qu'on ouvre cette boîte noire ou non? Ça, c'est des vraies questions. Et les médecins, à un moment donné, eux voudront... Pour des choses par exemple dans la télésurveillance, aujourd'hui ils veulent contrôler l'algorithme et ils ont raison. Mais c'est des algorithmes décisionnels, c'est ce que je disais. Quand on va plus savoir ce que ça fait,
bah là, ça va poser des questions. Donc toutes ces questions-là sont là, et aujourd'hui, enfin tout le monde le dit, l'algorithme va pas remplacer le professionnel, et c'est plutôt une aide à dans les années futures. Mais la question de l'augmenter va venir, à mon avis, beaucoup plus vite. Bien sûr, bien sûr. Bien, bah écoutez. Tu veux que je fasse Non, je veux faire là. Ça entretient ma prothèse de hanche, ma prothèse que j'ai pas eue encore. Bien. Donc, qui est-ce qui souhaite poser les questions suivantes? Alors, il y a des micros, a priori. Vous battez pas. Alors. Alors, question courte pour que les réponses soient. Merci, Michel. Bonjour, madame. Une question très courte. Quel est le temps moyen d'évaluation entre le dépôt d'un dossier et l'avis favorable ou défavorable de la Commission, et comment ça se compare avec les autres pays européens? Alors, réponse tout aussi courte, 75 jours en moyenne. Donc on va rendre public les délais médians et moyens, puisque c'est différent, ceux des premières inscriptions et ceux des renouvellements. Donc ça oscille entre 73 jours et 89 jours, entre tout ce que je vous ai dit, et pour les procédures simplifiées, c'est-à-dire là où il y a moins d'enjeux dans l'évaluation, on passe ce mode en mode procédure simplifiée, et là on arrive à du 58 jours. Donc au maximum, quoi qu'il arrive, quelles que soient les options, on est dû sur 100 jours, mais c'est très très peu. Donc c'est rapide. Oui, bonjour Isabelle Adnaud. Henri Parent. Est-ce que vous voyez depuis votre position de la CNEDIMS arriver des nouvelles technologies hybrides qui combinent à la fois le médicament et le DM? Est-ce que c'est une voie en progression ou une impasse? Alors, aujourd'hui, on a parfois des évaluations, double évaluation. Typiquement, hier, on en a une, mais pas dans le... Enfin oui, on l'a, DM et médicaments, mais pas dans le sens où on l'entend, puisque c'était un diluant, on va dire ça comme ça, et d'un côté, le principe actif. Donc on l'a, l'avancée qu'il va y avoir, mais on l'attend, et malheureusement, voilà, on l'attend, c'est qu'on puisse avoir une évaluation ensemble, les deux commissions. Donc pour ça, il faut que soit créé par les textes une commission prenant les deux commissions, si je peux dire, et sous la présidence de la présidente de la HAS, sauf qu'on attend le décret et il vient pas. Mais donc les choses arriveront. Donc voilà, donc ça arrivera forcément. Et on voit bien qu'on a des choses des deux côtés et qui sont les mêmes. Alors on a aussi d'autres choses qui nous embêtent plus, si je peux dire, message aux industriels, c'est mais c'est logique, quand il y en a qui choisissent le mode médicament, si je peux dire, et d'autres pour la même chose, même composition, même etc., le mode dispositifs médicaux. Donc du coup, la CNEDIMS prend des avis, l'ACT prend des avis, et comme on est deux rails, c'est pas forcément les mêmes avis. Typiquement l'acide hyaluronique avec ce qui s'est passé. Voilà, mais donc oui, les choses communes. Donc on n'en a pas eu au sens de la FDA là. On va en avoir un avec un appareil qui délivre le médicament d'une manière spécifique. Nous on a l'appareil et l'ACT a le médicament. Mais excusez-moi, là vous allez le faire ensemble. Non, on peut pas. Vous pouvez pas. Non, on peut pas. Dans les textes, on peut pas. Vous pouvez même pas vous causer pour. Alors. Je sais que vous n'avez pas le droit de le dire, mais vous vous causez un peu. Ouais. Donc les équipes, les chefs de projet, échangent logiquement un petit peu, sauf que c'est pas les commissions. Non, mais donc à un moment donné, la commission, voilà. Le problème est bien connu, mais. Karim Atem, alors 2 questions sur la télésurveillance. La première, c'est sur la question du périmètre de l'évaluation. Est-ce qu'il faut évaluer jusqu'au dispositif humain qui est partie prenante? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des orientations pour voir jusqu'où doit aller cette évaluation? Et au-delà de la qualité de vie, est-ce que la question de l'adéquation pour les pratiques professionnelles, par exemple dans le cas de la télésurveillance, sur les métiers des médecins ou des soignants qui sont chargés d'assurer une partie de la valeur ajoutée, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie ou qui pourrait faire partie de l'évaluation? Parce qu'on peut supposer que ça a un impact sur leur acceptabilité.
Alors la question du end-to-end, j'y ai répondu, c'est une intuition que j'ai, maintenant pas forcément bonne, donc on aura la réponse. J'ai oublié de vous dire que les travaux qui sont lancés sur les dispositifs médicaux, donc lancés dès mon arrivée là, seront finis, enfin du moins c'est ce qui est prévu, fin 2018, donc dans quelques mois maintenant. Et donc des méthodologistes, évidemment je ne vais pas participer au groupe de travail, mais des méthodologistes vont se pencher sur ces questions-là, mais ça paraît logique puisqu'on est dans le bénéfice clinique quelque part, que ce soit end-to-end, ça servira à rien quelque chose qui émette un signal qui est pas traité, qui est pas, etc. Donc c'est bien tout le dispositif. Après la question que vous posez, c'est finalement qu'est-ce qui se passe pour le professionnel? Est-ce qu'on évalue le fait que ce soit plus simple, etc. Ben, je vais vous dire moi si on a des études de non-infériorité entre du présentiel, parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé en Angleterre, etc. Il y a du présentiel, et puis d'un autre côté, il y a un système avec des algorithmes, etc. et qui va gérer des alertes, et le professionnel verra en bout de piste que ce qui devra être traité. On voit bien que du point de vue clinique, apparemment, il semblerait qu'il n'y ait pas plus de bénéfices là que là. C'est pareil. Donc on est bien il y aura des études de non-infériorité. C'est-à-dire que ça doit pas être inférieur au présentiel. Ou même éventuellement si c'était même peut-être un peu inférieur. Mais la question c'est comment avec 65 millions de Français qui vont vieillir, etc., et des professionnels qui vont être pris, etc., et à un moment donné, est-ce que le fait de traiter une masse beaucoup plus que du présentiel qui va demander est-ce que c'est pas un avantage? Si, évidemment, c'est un avantage. Donc, une étude de non-infériorité sur la base clinique, au sens clinique du terme, c'est très bien si ça a d'autres bénéfices. Et les autres bénéfices, c'est ceux dont vous parlez. Ça donne l'impression du comparateur ou pas? Oui, la question des comparateurs est absolument essentielle. Alors, d'autres questions? Ah, vous avez fait l'anesthésie. Où vous avez répondu à toutes les questions, ce qui est une autre manière d'aborder les choses. Bon, alors, c'est nous qui allons vous en poser. Ça... Non ? Moi, j'ai une petite remarque. Je voudrais revenir sur un point qui me paraît essentiel en dehors de toutes les considérations pratiques ou techniques, c'est l'éthique. Je sais que j'ai affaire à une spécialiste. Et en fait, biologiste de formation, je retrouve dans ce que vous avez dit sur l'homme augmenté, je retrouve ce qu'on a vécu avec les biomarqueurs de prévision ou les biomarqueurs de prédiction, et la même réflexion, effectivement, et une approche qu'on n'a pas toujours bien gérée au niveau de la biologie médicale, et sur laquelle on n'a pas une attitude posée. Dans la formation initiale de nos étudiants en pharmacie, mais en médecine, c'est pas forcément mieux. On n'est pas très très bon dans l'apprentissage d'une éthique professionnelle et médicale. Et nos étudiants sont très numériques. Et je reviens à la gestion de tous les domaines de la e-santé. Et parfois, ils arrivent à confondre effectivement la liberté que peuvent donner des réseaux sociaux ou autres, et puis la rigueur indispensable que nécessite la profession de niveau médical. Et ça, c'est une chose à laquelle il va falloir être vigilant. C'est un deuxième point de vigilance pour les formateurs universitaires des professions de santé, parce que un jour on y sera confronté, effectivement. Par contre, on a besoin aussi de guidelines d'éthique, qui soient des guidelines générales, transdisciplinaires bien entendu, sur la prise en charge du patient ou la prise en charge des populations. Souvent on me posait la question quand j'étais sur mon précédent mandat, et évidemment au niveau international, d'autant plus, quelle différence vous faites entre la déontologie et l'éthique? Deux notions évidemment différentes, mais néanmoins. Et du coup, se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'éthique? Et pour moi, l'éthique, si je devais répondre très rapidement, et Dieu sait pour avoir travaillé pendant très longtemps dessus, c'est quand vous avez deux valeurs absolument identiques, de même niveau. C'est finalement l'éthique, c'est de pouvoir trancher par rapport à deux valeurs qui sont aussi valables l'une que l'autre. Et en fait, vous évoquez ça. L'innovation est quelque chose auquel on est tous attachés, sans exception.
sans exception. Donc c'est une vraie valeur. Et puis d'un autre côté, il y a d'autres notions qui peuvent être en regard. Hein, les questions de solidarité, on passe d'algorithmes et acquis, les questions de solidarité, les questions de protection des données, hein, ce sont d'autres valeurs qui sont en regard. Et on voit bien qu'on est toujours sur une crête et que du coup il faut naviguer sur la crête et basculer ni d'un côté ni de l'autre. Qui c'est qui doit trancher? Qui c'est qui doit trancher? Oui. Moi, j'ai le sentiment, en tant que patient, d'avoir un avis, surtout quand il s'agit des valeurs dont vous parliez. Est-ce que c'est une commission ad hoc? Est-ce que c'est, je sais pas, qui doit trancher? Eh ben, qui doit trancher? J'allais dire, c'est presque chacun d'entre nous, oui, qui peut. D'abord, ça dépend des domaines. C'est bien évident que tout ce qui concerne les données, la protection des données, c'est au niveau européen, c'est la CNIL avec le RGPD, par exemple. Donc voilà. Mais après, chacun d'entre nous, on peut mener des débats. La société française. Et puis nous-mêmes à la CNEDIMS, on peut aussi. Je vais vous donner un exemple excessivement concret. Un jour, on a un dispositif, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, un dispositif qui est par Bluetooth sur des téléphones. Et derrière, ce sont des personnes qui souffrent terriblement. Il y a un dispositif avec quelque chose qui est implanté. Je ne donnerai pas plus de détails pour qu'on puisse pas faire. Et vous appliquez sur votre application, il y a une application santé, et vous appuyez sur une sorte de bouton pour dire je souffre, et que ça déclenche quelque chose à l'intérieur du corps qui fait que vous souffrez plus au bout de 10 minutes. Donc c'est absolument essentiel comme chose. Sauf que en grattant dans le dossier, le téléphone en question n'était que et uniquement que un certain type de téléphone. Ce qui veut dire que si vous étiez avec un Android ou avec un autre type de téléphone, vous pouviez utiliser ou pas utiliser. Ben ça, c'est pas normal, typiquement. Et donc, ça allait tout droit vers un refus. Alors qu'en fait, la chose était très bonne. Mais vers un refus, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un patient soit obligé d'acheter un téléphone à 1 000 € pour pouvoir bénéficier de quelque chose. En l'occurrence, il y a un jeu non pas de l'industriel, qui lui ne veut qu'une chose, c'est que ce soit sur l'ensemble des téléphones, mais de ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire ceux qui conçoivent les téléphones et les applications des téléphones, et qui acceptent ou n'acceptent pas. Et là, on a un vrai problème. Aujourd'hui, nous, on voit passer quand je dis DMC, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Et on voit passer des choses, ça passe que par Google. Obligatoirement, vous n'avez pas le choix. C'est des vraies questions. Bonjour madame. Au niveau des médicaments, il existe. Au niveau des médicaments, il existe des évaluations européennes. Je voulais savoir si pour les dispositifs médicaux, il était aussi possible qu'il y ait des collaborations entre les différentes agences d'évaluation. Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais aller dans les deux sens. C'est-à-dire, en fait, quel est le niveau de l'évaluation? C'est ça dont vous parlez. Alors, pour répondre directement à votre question au niveau européen, il va y avoir des avancées. Il y a une directive qui est en préparation, mais je crois que le temps que ça se fasse, ce sera peut-être dans 4-5 ans, enfin quelque chose dans ce goût-là. Donc oui, sur la base volontaire, il y a déjà des évaluations, et dans ce cas-là, mais tout est sur la base volontaire actuellement, dans ce cas-là, les chefs de projet des différentes agences concernées doivent tenir compte de l'évaluation qui a été faite au niveau européen, c'est un État. Donc c'est beaucoup plus avancé en matière de médicaments, moins en matière de dispositifs médicaux, mais c'est une réalité qui va venir. Donc comme c'est sur la base volontaire, en tout cas il y a un rapprochement des HTA, des équivalents de la Haute Autorité de Santé, mais ce qui nous pose un énorme problème, c'est que la question de la gestion des conflits d'intérêts n'est pas à l'identique selon les pays. Donc la France, selon ses règles, après 2011, peut-elle participer de près ou de loin à comme premier évaluateur, enfin ou second, ou etc., à une évaluation lorsque le principal, par exemple, a des règles qui ne sont pas les mêmes et qui seraient absolument pas acceptées en France. Grande question. C'est le conflit des valeurs. Exactement. Donc je vous donne tout de suite la réponse, on dit non, on s'en va. Mais alors ça bloque l'ensemble ou ça... Ah oui, ça... Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a pour conséquence que la France n'est pas dans l'évaluation. Et dans l'autre sens,
La question que moi je me suis posée, c'est qu'actuellement dans les établissements de santé, vous avez une évaluation un peu partout, dans les GHT ou dans les établissements de santé pour certains types de dispositifs, et donc X dizaines voire centaines de professionnels évaluent, alors et c'est pas fait au niveau central. Faut-il ou ne faut-il pas que certaines choses soient au niveau central? On ne sait rien. Alors, vous vous mouillez pas, donc vous en savez rien, mais vous avez peut-être une préférence, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Parce que il y a cette problématique effectivement de l'innovation locale, comme vous le mentionnez, qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, au fond, quel est le degré de liberté qu'on doit laisser finalement aux hospitaliers qui inventent localement, qui développent des choses localement. Quel est le degré de liberté souhaitable malgré tout? Bien entendu, sachant que la problématique, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse du mal. Hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, alors l'innovation dans territoriale, l'innovation territoriale ou régionale, c'est une évidence qu'il faut laisser de l'initiative aux acteurs locaux. Enfin, ça fait même pas débat. Moi, je parlais plus de dispositifs qui sont intra-GHS, donc dans les établissements, et qui sont même là depuis belle lurette, hein. Qui sont plus évalués, d'accord. La question que je voulais vous poser, tout à l'heure, vous avez parlé en bien du dispositif du forfait innovation. La première question est tout à fait factuelle. Aujourd'hui, finalement, quand un industriel dépose un dossier ou une demande de forfait innovation, c'est un peu la même question que monsieur tout à l'heure. Ça prend combien de temps pour arriver à la décision en moyenne? Alors, le fast track, pour la HAS, le fast track est décision collège, donc ça c'est un vrai fast track, hein, tout passe différemment, et donc 45 jours pour un premier bout de choses, et en tout 75 jours, et les délais sont respectés, quoi qu'il arrive, 75 jours, point terminé. Sauf que derrière, après, pour l'industriel et pour le patient, ce qui compte, c'est qu'il soit réellement engagé. Et après, on en arrive à la question du paiement, réellement. La prise en charge. Et là, c'est hors mon champ, mais manifestement, je ne peux que constater, comme tout le monde le fait, que là, pour le coup, il y a vraiment des choses qui seront à changer. Je sais pas dans quel sens, mais ce sera changé. Parce que on peut pas concevoir qu'un fast track qui impose 180 jours, nous, on a 75 jours, et c'est 75 jours, ça, c'est, tout le monde peut le voir, c'est public. Et puis que derrière, des fois, ça dure des mois, voire des années, puisque normalement, c'est 180 jours. Donc, on voit bien que derrière, la question du prix, c'est est-ce que dans le forfait innovation, il y a deux options qui peuvent être prises. Première option, on estime qu'un prototype, entre guillemets, hein, c'est pas un prototype, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui est vraiment en avant, peut coûter un prix X. Quand, par effet volume, quand ce sera sur le marché, ce sera un prix Y. Et donc, du coup, déconnecter le prix et donc la négociation après, ou, comme certains le pensent, évidemment, le CEPS est le mieux placé pour parler là, si ça crante, c'est-à-dire que mettons dans le forfait innovation, je dis n'importe quoi, ce soit 1000, je dis n'importe quoi comme valeur, et que ça va cranter après, et ben c'est logique qu'il y ait des négociations de prix déjà là. Or que la question ne devrait pas être là. La question, c'est go ou no go. On y va ou on n'y va pas pour sur cette innovation. Donc on voit bien que là, il y a un problème. J'espère que le CSIS se penchera sur cette question-là. D'accord. Donc l'espérance est un risque à courir quand même. Voilà. Donc, en l'occurrence. C'était au fond le sens de ma première question que je gardais. C'est parce qu'en fait, le forfait innovation, l'ensemble du dispositif, HAS plus le reste, à ma connaissance, et pour en discuter avec des industriels, il n'a pas tellement bonne réputation en France, en fait, en gros. C'est-à-dire, il marche pas si bien que ça. Il n'y a pas eu tellement d'industriels qui sont allés dans cette procédure, et il y a bien sûr beaucoup de critiques. Donc, vous avez partiellement répondu à cette question, au sens où c'est pas nécessairement la partie évaluation, au sens propre du terme, qui pose problème, c'est la partie implémentation et financement derrière. Alors, il fallait déjà quand même régler cette première question, cette première marche de l'évaluation, puisque ça passait pas la rampe à la HAS, donc c'est qu'il y avait quelque chose. Ah bah non, il y en avait zéro, donc il y en a eu un seul qui a mis je sais pas combien de temps. Voilà, donc il fallait déjà faire passer la rampe. Là, maintenant ça passe la rampe, très clairement.
puisque passer de 1 en 2 ans à 4 en l'espace de, enfin 4 supplémentaires en l'espace de quelques mois, donc on voit bien que ça passe la rampe. Mais le problème, c'est que après il y a derrière, et derrière, enfin ça c'est pas, en tout cas moi j'ai aucune compétence pour régler le derrière. Mais alors hier il se trouve que ça a paru au journal officiel, hein, donc il y en a un qui est passé, et pourtant qu'on a évalué au mois de décembre. Donc on est au mois de avril, pardon, et il est passé donc là. Donc c'est pour le coup rapide. C'est un test de diagnostic qui franchement va faciliter la vie de. On évalue à près de 800. On n'a pas de données hein, sur cette maladie rare. C'est quand même des petits bébés qui toute la grossesse se passe bien, tout l'accouchement se passe bien, et au bout des 3-4 mois. Avec une errance de diagnostic, c'est difficile, on sait pas trop, etc., etc. Au bout d'un moment, tous les enfants sont ramenés sur Bichat, lorsqu'il y a eu une présomption d'eux. Il faut des tests génétiques, il faut des ponctions, enfin les divers, c'est hyper douloureux et c'est compliqué. Et il y a une errance médicale pas possible. Et des génies, parce que moi j'appelle ça des génies, médecins, hein, l'hôpital Cochin, ont inventé que une seule prise de temps, 48 heures, résout la question du diagnostic. Quand vous voyez ce genre de choses, si on passe pas là, enfin, c'est que vraiment que voilà. Donc il est passé hier, dans sa totalité. Alors une dernière ou deux dernières questions. Bien, écoutez, s'il n'y en a pas, Monsieur le doyen, allez-y. Je voulais juste jouer l'opportuniste. On termine toujours à l'heure. La faculté s'intéresse aux dispositifs médicaux. Pour preuve, le premier DU, diplôme universitaire d'affaires réglementaires des dispositifs médicaux, a été créé cette année par Pascal Pobel, qui a dû partir un peu tôt. Et Madame Adno nous fera l'honneur d'intervenir lors de ce DU au mois de mai. Donc voilà, une pierre de plus sur l'apprentissage des dispositifs médicaux. Les DU, c'est de la formation continue, mais c'est également maintenant de la formation initiale. Donc nos étudiants peuvent tout à fait apprendre. Eh bien, écoutez, on va vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Remercier le doyen. Merci à vous d'avoir mis à disposition cette salle. Et donc, on va suivre avec attention, évidemment, l'ensemble de ces questions. J'ai l'impression qu'on est au début vraiment là d'une ère nouvelle. Merci. Merci.